Je vais vous parler de la visite des ambassadeurs persans en France et à Versailles en 1715, parce que c'est un épisode... Oui. Parce que c'est un épisode qui a été retenu dans l'histoire mondiale de la France, dirigé par Patrick Boucheron, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est paru il y a quelques mois, qui a fait un certain bruit, qui a provoqué un certain nombre de polémiques sur ce qu'on entendait par Histoire de France. C'était aussi pour moi la suite d'un ouvrage que j'avais publié chez Perrin en 2015, qui s'appelait 1715 et qui était une histoire du monde pendant l'année 1715, où il y avait la Chine, il y avait la France évidemment, et il y avait également l'Inde moghole, l'Empire ottoman et donc la Perse. Alors, avant de parler de cette ambassade, il faut peut-être que je fasse un petit rappel géopolitique, justement pour m'insérer dans le cadre de vos débats. Là, vous avez ce fameux tableau qui représente l'audience des Persans à Versailles le 19 février 1715. J'aurai l'occasion d'y revenir. Suivante. Alors, déjà, une carte de l'Europe en 1715. En 1715, eh bien, on est 2 ans après 1713, ce qui est un truisme. C'est-à-dire qu'on est 2 ans après les traités d'Utrecht, qui ont conclu la guerre de succession d'Espagne, une guerre qui a duré 13 ans, et au terme de laquelle la France est sortie très affaiblie. On est vraiment en fin de règne de Louis XIV, la France est très affaiblie. Non pas qu'elle ait perdu des territoires importants en Europe, mais c'est le moment où la Grande-Bretagne devient la puissance prépondérante sur toutes les mers du monde. Par exemple, à partir de cette guerre, il y aura toujours une flotte britannique en Méditerranée jusqu'au XXe siècle. C'est la guerre où Gibraltar est devenu britannique. Donc la France sort de la guerre absolument épuisée, comme les autres puissances européennes d'ailleurs. Elle a perdu une grande partie de sa marine et du point de vue commercial, elle est battue en brèche par la Grande-Bretagne. Alors vous voyez cette carte de l'Europe, très différente de la nôtre, puisque vous voyez une énorme Pologne qui correspondrait à la Pologne et la Biélorussie et à la Lituanie d'aujourd'hui. Et puis vous voyez que l'Empire ottoman est un empire qui est au moins un tiers européen, puisqu'il recouvre à peu près l'ensemble des Balkans, ainsi que l'actuel sud de l'Ukraine. Suivante. Et alors, de l'autre côté, l'autre pays qui va nous intéresser, il n'est pas méditerranéen, mais il a des liens avec la Méditerranée, c'est la Perse. Alors, la Perse, l'Iran actuel. Vous avez une carte qui vous montre à la fois sa plus grande extension et les territoires qui lui sont disputés. Par rapport à la Perse du XVIIIe siècle, par rapport à l'Iran actuel, c'est à la fois l'Iran, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan et une partie de l'Asie centrale, avec cette grande région qu'on appelle le Khorasan. Alors, la Perse est également un pays affaibli, comme l'est la France en 1715. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, depuis le XVIe siècle, la Perse est un pays chiite. Mais c'est un pays où le chiisme est la religion de la dynastie, la religion officielle, mais où un tiers de la population est encore sunnite. Toute la périphérie est sunnite. Et tous les pays qui sont autour sont également sunnites, puisque les voisins de la Perse, c'est l'Inde moghole, pays sunnite. Ce sont les Khanats de Boukhara et de Khiva qui sont sunnites. Et vous avez également les Émirats du Golfe, en particulier l'Émirat d'Oman. Et puis, le grand rival, le grand ennemi, c'est évidemment l'Empire ottoman, qui est la plus grande puissance musulmane du monde, qui a le prestige d'avoir la domination sur les lieux saints de la Mecque et de Médine. Et l'Empire ottoman est quand même beaucoup plus puissant que l'Empire perse, puisqu'il lui a d'ailleurs arraché la Mésopotamie au début du XVIe siècle. Et depuis le XVIe siècle, la frontière est à peu près arrêtée sur la ligne qui est encore celle actuellement entre l'Iran et l'Irak. Voilà pour ce qui est de l'Iran. Suivante. Voilà, vous avez une autre carte un peu plus simplifiée de cet empire séfévide. Pour compliquer encore les choses, c'est un empire iranien, mais un empire iranien où la dynastie régnante est turcophone. Généralement, en Iran, les dynasties sont toujours d'origine turque. Ça vaut même pour les Pahlavis. Voilà. Suivante. Et voilà une carte d'ensemble qui vous remet un peu en perspective. Alors,
ce que vous constatez, c'est que l'Iran n'a aucun lien direct avec l'Europe et qu'il en est séparé par ce grand adversaire qu'est l'Empire ottoman. Pour autant, il y a quand même des liens avec l'Europe. D'abord parce que vous avez des comptoirs hollandais qui se sont installés en Perse à partir du XVIIe siècle. Vous avez aussi des missionnaires de tous les pays d'Europe, alors qui sont des missionnaires qui, évidemment, ils ne cherchent pas à convertir les musulmans parce qu'ils seraient immédiatement exécutés. Ils cherchent à ramener au catholicisme des populations chrétiennes, des Arméniens ou des populations orthodoxes suivantes. Alors, cette Perse lointaine, elle est regardée d'une façon assez spéciale par l'Europe parce que c'est pas un adversaire, c'est pas un ennemi naturel comme est l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman s'est développé au détriment de l'Europe chrétienne depuis le XIVe siècle, alors qu'il n'y a aucun lien de confrontation avec la Perse. Et depuis le début du XVIIe siècle, il y a des voyageurs, en particulier français, qui se rendent en Perse et qui en rendent compte à travers des publications. Vous avez le célèbre Tavernier, voilà, que vous voyez ici en costume persan, suivante. Vous avez Chardin, autre voyageur célèbre, suivante. Voilà, frontispice, alors vous voyez l'intérêt toujours porté au costume à l'époque, parce que un costume est un des grands définisseurs de l'identité, suivante. Voilà, autre frontispice. Et puis on vous parlera plus tard dans l'après-midi de Galland, qui lui est l'adaptateur de la littérature de ces pays. Et donc, il y a un intérêt, il y a une curiosité européenne en général pour l'Orient ottoman en majorité, mais aussi, ce qui est assez nouveau, pour la Perse. Suivante. Alors vous voyez, notamment, la ville très prestigieuse, la capitale à l'époque, ce n'est pas Téhéran, c'est Ispahan, et qui est une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, qui notamment a cette grande place, le Meydan, qui est à l'époque la plus grande place ordonnancée au monde. Et là, vous avez sa représentation dans le livre de Chardin. Suivante. Alors, il y a aussi ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi une curiosité qui commence à naître dans le monde musulman pour ce qui se passe en Europe. Pourquoi ? Parce que les progrès techniques et militaires des Européens deviennent sensibles lors des confrontations avec les Ottomans. On commence à entendre parler de la découverte et de la colonisation des Amériques. Et cette ambassade de Perse, elle prend place dans une série d'ambassades qu'envoient les puissances musulmanes en Europe à partir des années entre les années 1680 et 1730. En Perse, à l'époque, vous avez un shah de la dynastie séfévide qui règne, qui s'appelle Hossein. Suivante. Et alors, celle-là, vous l'avez un peu plus vieux et en plus mauvais état parce qu'il a abusé de boissons alcoolisées. Et alors, Hossein n'est pas un souverain très, très dynamique. Il est décrit par tous les voyageurs comme un souverain très faible et complètement dans la main de ses ministres. Mais on peut dire que le groupe dirigeant se dit que en faisant appel à des spécialistes occidentaux, on pourrait relâcher la menace que peuvent faire peser sur la Perse un certain nombre de ses voisins. Et en particulier à l'époque, il y a un enjeu qui est le golfe Persique. Vous voyez que tout ça n'est pas très neuf. Le golfe Persique, puisque notamment la piraterie d'Oman menace les ports perses. Et donc, l'idée naît qu'on pourrait faire appel aux Français, on leur concéderait des ports, et leur marine aiderait les Persans à vaincre la piraterie omanaise. Suivante. Voilà, là, vous avez une vue générale de cette cour safévide d'Ispahan. Je rappelle que le souverain est turcophone. Hein. Il faut toujours se méfier quand on oppose Iraniens et Touraniens, parce que c'est une opposition un peu artificielle, en fait, et d'ailleurs encore aujourd'hui. Suivante. Et voilà, le Meydan aujourd'hui, qu'on a appelé la place du Shah et qui maintenant s'appelle place de l'Imam depuis la révolution qui a renversé Mohamed Reza Pahlavi. Donc la situation de la Perse n'est pas non plus excellente puisqu'il y a un retour
du messianisme chiite, et le Shah Hussein a pris des mesures qui sont plutôt défavorables aux populations sunnites, et du coup il y a une agitation générale des provinces périphériques au moment où cette ambassade est envoyée en Europe. Suivante. Donc voilà de nouveau. Et alors, autre problème, c'est que pour envoyer une ambassade en Europe, il faut passer, si on passe par terre, ce qui paraît le plus simple, il faut traverser l'Empire ottoman. Et évidemment, les Ottomans n'ont aucune envie qu'une ambassade perse passe par leur territoire, puisque ça pourrait donner lieu à une alliance de revers. Suivante. Alors à l'époque, l'Empire ottoman a pour sultan Ahmed III, donc vous avez ici le portrait, et il y a encore des guerres à l'époque où ça a lieu cette ambassade, la guerre est en train de se déclencher entre l'Empire ottoman et les Autrichiens, et Venise. Donc il y a une nouvelle guerre qui est en train de se déclencher, qui commence dans le Péloponnèse. Suivante. Alors là, vous avez un trajet qui n'est pas celui de l'ambassade, mais qui est celui imaginaire des Persans, des lettres persanes. Et c'est à peu près le trajet qu'a suivi l'ambassade perse. Alors cette ambassade perse, donc, elle est partie, non pas d'ailleurs d'Ispahan, mais dérivant, puisqu'on a envoyé en fait un personnage qui n'était pas un personnage directement de la cour, mais un haut fonctionnaire des provinces nord de l'Iran, qui s'appelle Mehmet Reza Bey. On va voir le portrait suivante. Alors c'est étonnant, c'est le persan du XVIIIe siècle dont on a le plus de portraits, parce que tout au long de son séjour en Europe, il a énormément frappé les imaginations, et il y en a une dizaine de portraits gravés ou peints le représentant. Suivante. Voyez, là, vous voyez une gravure naïve, c'est intéressant, ça montre que il y avait un large public qui s'intéressait à sa personne. Suivante. Là, vous le voyez en train de fumer la pipe. Il y a une autre gravure que je n'ai pas pu retrouver sur Internet qui le montre dans son bain. Voilà. Ça m'amènera à parler des questions de contact culturel. Suivante. Là, vous l'avez par Lancret, qui est un des grands peintres de l'époque. Suivante. Et là, c'est un dessin extrêmement célèbre. Alors, c'est lui ou un membre de son ambassade. C'est un dessin de Watteau. Voilà. Alors, la forme du turban est très spécifique, avec cette avancée sur l'avant qui permet de reconnaître les Persans par rapport aux Ottomans. Suivante. Et voilà la gravure qui en a été tirée à l'époque. Alors donc, cette ambassade et cet ambassadeur, ils viennent en France de façon, comment dire, le but ouvert, c'est de faire un traité de commerce avec la France. Et le but caché, c'est de proposer une alliance politico-militaire. Suivante. Alors, pour toute ambassade à l'époque, il y a une partie de négociation qui se passe dans le secret des bureaux, comme de nos jours, mais il y a un rite fondamental qui est celui de l'audience. Et c'est vrai aussi bien dans les cours de l'Orient ou de l'Extrême-Orient que dans les cours européennes. C'est vraiment le moment où chacun se met en scène et où les rapports entre les États se mettent en scène. Par ailleurs, pour pour Louis XIV, c'est un moment important parce que le fait qu'un visiteur étranger vienne de très loin pour le voir, ça indique que le prestige de la France est intact malgré les défaites de la guerre de succession d'Espagne. Donc l'audience a lieu à Versailles, 19 février 1715, suivante. Il y a tout un cortège qui part de Paris, où l'ambassade se déploie en grande pompe. Donc là aussi, vous voyez une estampe assez populaire, destinée à une large diffusion. Suivante. Et après, alors, l'ambassadeur est accueilli dans la cour de Versailles par toutes les troupes de la Maison du Roi déployées qui battent du tambour. On fait traverser aux ambassadeurs tous les grands appartements de Versailles et toute la grande galerie. Et le trône du roi est installé pour l'occasion au bout de la grande galerie. Alors vous voyez, il y a une idée de mise en scène pour que on traverse le plus possible du palais de Versailles pour montrer que c'est très vaste. Hein, voilà. Et donc vous voyez là ce tableau célèbre où on voit les persans inclinés, l'estrade qui a été ménagée pour l'occasion. Vous reconnaissez Louis XIV assis, le petit enfant en blanc à ses côtés, c'est le dauphin, le futur Louis XV, donc son arrière-petit-fils.
en noir à côté du roi, vous avez Philippe d'Orléans qui va, quelques mois plus tard, devenir le régent du royaume. Voilà. Et puis, au fond, vous avez les courtisans qui sont inclinés. Alors, cette audience se passe d'ailleurs pas très bien parce que dans le système français, l'ambassadeur doit faire un discours, le roi lui dit une bonne parole, et puis il se retire. Alors que dans le système persan, il y a une conversation qui doit s'engager. Et donc, le persan se met à engager la conversation avec le roi, et alors du coup, ça introduit un certain désordre. Il y a aussi des quantités de détails protocolaires qui sont étudiés à l'occasion, parce qu'il y a le problème du turban. Puisque toute la civilité en Occident à l'époque repose sur la question du chapeau. C'est-à-dire on met son chapeau, on l'enlève suivant les occasions. Par exemple, vous voyez, là, le roi a son chapeau sur la tête, mais quand l'ambassadeur arrive, il enlève son chapeau parce que l'ambassadeur représente un souverain. Bon. Mais sauf qu'un musulman n'enlève pas son turban, il n'y a pas le même type de civilité. Et donc on s'est interrogé pour savoir est-ce qu'on devait se couvrir, se découvrir, et on a fini par trouver des solutions de compromis. Voilà. Il y a aussi, alors tout au long de l'ambassade, ce qui est intéressant, c'est que chacun se met en scène. C'est-à-dire que dans ces ambassades orientales, les ambassadeurs savent qu'ils sont vus et que tous leurs faits et gestes sont rapportés. Donc, par exemple, ils pratiquent tous les rites de l'islam avec un extrême scrupule parce qu'il s'agit justement de montrer qu'ils ne se laissent pas séduire par les habitudes occidentales. Par exemple, les Persans refusent toute nourriture préparée de la main des chrétiens. Et ils ont leur propre bétail que les serviteurs de l'ambassadeur lui préparent eux-mêmes. C'est tout à fait comme la question du halal maintenant. Alors, par ailleurs, ça c'est ce qui est destiné à être vu. En même temps, on sait que l'ambassadeur ottoman qui arrive 5 ans plus tard fait exactement les mêmes démonstrations et en même temps, il repart en commandant 30 000 bouteilles de champagne, de Bourgogne, pour être envoyé à Istanbul. Donc vous voyez qu'il y a ce qu'on fait pour la galerie, et puis il y a la pratique habituelle. Suivante. Alors là, il faut remettre aussi cette ambassade dans le contexte des grandes ambassades qui ont eu lieu tout au long du règne de Louis XIV. Vous voyez, ici, vous avez donc un tableau assez peu connu qui présente ces ambassadeurs persans. Et suivante. Et là, un autre qui est destiné à lui servir de pendant, qui montre les Siamois qui sont venus en 1686. Et donc, dans l'idée des Français, il y a une suite de grandes ambassades qui viennent montrer que Louis XIV est le plus grand roi de l'univers. Et d'ailleurs, le cérémonial pour les Persans, à savoir cette grande traversée de la galerie, c'est un cérémonial qui est très rarement pratiqué. Il y a une dizaine de fois dans tout l'Ancien Régime où il a été pratiqué. Il a été pratiqué également dans très rares autres occasions. Je vais vous montrer, suivante. Voilà, là vous avez la réception des Siamois. Vous voyez, c'est exactement le même dispositif. Le trône élevé au bout de la grande galerie de Versailles. Suivante. Et vous l'avez également à une autre occasion très célèbre, en 1684. C'est l'audience du doge de Gênes qui vient s'humilier devant Louis XIV après le bombardement de Gênes. Et donc, vous voyez, vous retrouvez le principe du trône en bout de galerie, et puis les personnages inclinés. Ça, c'est quelque chose qui est destiné à frapper les imaginations. Et d'ailleurs, ça fonctionne assez bien, puisque vous allez voir, suivante. Là, vous voyez, vous avez cette ambassade persane représentée sur une gravure allemande. Parce qu'évidemment, il y a reproduction par l'image de ce genre de cérémonial, et puis les journaux officiels français font une description très précise, minute par minute, de la réception, qui est destinée à ce qu'ensuite ça soit repris par la presse internationale. Et ça fonctionne. Et ce qui fait qu'il y a un phénomène d'imitation. D'ailleurs, toutes les petites cours allemandes du XVIIIe siècle s'amusent à imiter Versailles. Suivante. Alors là, vous avez le Louis XIV des dernières années. C'est très intéressant. C'est un profil en cire qui a été pris sur son visage. Donc là, vous avez c'est quasiment une photographie de Louis XIV à la fin de sa vie. Alors, Louis XIV lui-même, il est à cette époque-là, il est un peu déclinant. Il a 77 ans, ce qui est un âge avancé à l'époque. Et il a toute sa tête, mais il a tendance à s'endormir, notamment pendant les séances de conseil de gouvernement. Et les personnes qui sont vraiment aux commandes pour cette affaire de relation avec la Perse, c'est pas lui, c'est plutôt son gouvernement. Suivante. Alors vous avez le futur régent, Philippe d'Orléans,
dont on commence à comprendre que c'est lui qui va pas tarder à arriver aux affaires, qui est un personnage qui s'intéresse beaucoup au commerce. Suivante. Là, vous avez le baron de Breteuil, qui est ce qu'on appelle l'introducteur des ambassadeurs. Donc, c'est lui qui gère l'ambassade persane pendant tout son séjour à Paris, qui a laissé d'ailleurs un témoignage très intéressant des relations quotidiennes entre Persans et Français. Suivante. Et puis, vous avez deux ministres. Alors, Torcy, Colbert de Torcy, qui est le neveu du grand Colbert, qui est le ministre des Affaires étrangères. Suivante. Et vous avez Pontchartrain, le ministre de la Marine. Et alors, tous ces gens-là, ils sont d'une génération plus jeune que Louis XIV. Ils ont compris que la France avait été étrillée pendant la guerre de succession parce que sa marine était faible et son commerce n'était pas assez développé. Ils ont été impressionnés de voir que l'Angleterre, qui est plus de 2 fois moins peuplée que la France, ait réussi à mener une coalition qui a presque réussi à abattre le roi Soleil. Et donc, dans les cercles gouvernementaux, dans les bureaux du département de la Marine, il y a cette idée d'un développement colonial et commercial qui viendrait permettre à la France de revenir en concurrence avec la Grande-Bretagne. Et c'est cette idée qu'ils ont en tête dans cette ambassade persane. Alors après ça, les moyens ne suivent pas du tout, puisque le budget de la France à l'époque est dans un état de déficit monstrueux. La marine est à peu près détruite, et en fait la marine française, elle ne reprendra du poil de la bête que 30 ou 40 ans plus tard. Mais ils ont déjà cette idée d'un développement commercial. Alors il faut voir aussi qu'ils n'ont pas les informations qu'on a maintenant. Les ressources exactes de la Perse à l'époque, on les connaît très mal. Voilà. Donc, il y a un côté de politique fiction dans leurs opérations. Il y a des discussions avec l'ambassadeur une fois passée la phase cérémonielle. Conclusion d'un traité. Un traité d'abord de commerce qui est un traité public, et puis il y a un traité beaucoup plus secret où là effectivement on envisage d'envoyer des vaisseaux pour aider les Persans à faire la guerre. Alors c'est pas un émir, d'ailleurs je vous ai dit une sottise, c'est un imam. C'est l'imam d'Oman. Voilà. Alors l'ambassade va repartir quelques mois plus tard. Suivante. Et on verra d'autres ambassades se succéder. En 1721, ça sera celle des Turcs. Alors, quelle est la destinée de cette ambassade? En fait, il n'y a pas de postérité immédiate. Pourquoi? D'abord parce qu'en France, on va arriver dans la période de la Régence. Le pays est tellement épuisé que le régent va appliquer une politique très pacifique qui se fonde sur une alliance avec l'Angleterre. Donc, il ne s'agit pas du tout de vouloir relancer une grande marine qui ferait ombrage à l'Angleterre. Et puis, du côté de la Perse, les choses vont encore beaucoup plus mal, puisque l'agitation qui commençait à se développer dans les années 1710 aboutit à une révolte générale de l'Afghanistan sunnite. Et les Afghans, non seulement se révoltent contre leur gouverneur perse, mais même montent une grande expédition qui aboutit devant Ispahan, et ils commencent par défaire l'armée perse à quelques kilomètres d'Ispahan. Ils font le siège d'Ispahan pendant plusieurs mois. Il y a des centaines de milliers de morts de famine courant ce siège. Et puis, au bout de quelques mois, en 1722, donc, Ispahan se rend aux Persans. Le Shah Hossein est déposé. Il sera d'ailleurs exécuté quelques temps plus tard. Et c'est un Afghan qui se proclame Shah de Perse. Et la Perse entre dans une phase de désordre et d'affaiblissement qui va durer quasiment jusqu'au 19e siècle, voire même jusqu'au 20e siècle. Si on examine son rang et son importance internationale. Donc les projets qui ont eu lieu dans cette ambassade n'ont pas abouti. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les liens culturels que ça a pu créer et l'intérêt pour la culture persane. Suivante. Vous avez encore cette ambassade turque. Suivante. Car évidemment, la grande conséquence de l'ambassade de 1715, c'est un des monuments de la littérature française, ce qu'on appelle les lettres persanes. Donc les lettres persanes, je vous rappelle, c'est un voyage fictif de Persans qui se rendent à Paris et qui sont censés écrire des lettres à leurs amis restés en Perse pour leur décrire la France. Alors, c'est ce qu'on appelle le procédé de l'œil neuf, parce que ça permet d'avoir une vision critique de la société française. En même temps, il y a beaucoup de renseignements sur la Perse de l'époque que Montesquieu est allé puiser chez Tavernier et Chardin, et puis dans les relations de la presse. Et c'est le moment où, par exemple, les Français commencent à comprendre assez nettement la distinction entre sunnisme et chiisme.
et l'hostilité très, très grande entre les Persans et les Turcs. Et ces lettres persanes sont également aussi, c'est un grand monument littéraire et politique, mais elles s'inscrivent dans un grand mouvement dont on parlera plus en deuxième partie d'après-midi, d'intérêt, de curiosité pour l'Orient et de vogue de tout ce qui est orientalisme, on dira aussi les turqueries. Pour ce qui est de l'intérêt pour la culture persane proprement dite, il a commencé un peu plus tôt, je pense notamment à ce qu'on appelle la Bibliothèque orientale de Barthélemy d'Herbelot, qui est publiée en 1697, où on commence à parler des poètes et des historiens persans. Et puis, fin XVIIIe siècle, vous aurez les premières traductions des poètes tels que Khayyam ou que Hafez. Voilà. Donc, vous voyez, le problème de ces ambassades, c'est que ce sont des événements qui ont été montés en épingle, mais ils ne s'inscrivent pas dans un courant de relations continue. La relation continue, elle s'instaure en fait plutôt un siècle plus tard, au XIXe siècle, quand les ambassades deviennent beaucoup plus nombreuses, et surtout quand on va avoir des séjours prolongés d'Iraniens en Europe. Voilà, je vous remercie. Je pense que maintenant, il faut discuter. Venir à côté de vous pour faire monsieur Loya. Écoutez, chacun connaît la règle, alors allez-y. Qui veut commencer? La première question est toujours la plus difficile. Après, ça... Alors, la première question, c'est en quelle langue ça se fait tout ça? Alors, il y a toujours des traducteurs. Ouais. Toujours des traducteurs. Alors, généralement, dans les textes, on ne parle pas des traducteurs. On a l'impression que les gens... Mais c'est vrai dans tous ces voyages, on a l'impression que les gens se comprennent comme ça. Alors, les intermédiaires entre, généralement, les Turcs et les Français, c'est souvent des Arméniens. Voilà. Les Arméniens, puisque vous avez des communautés arméniennes importantes à Ispahan, et puis vous avez des ecclésiastiques qui ont appris les langues, soit turques, soit arabes, soit persanes, pour pouvoir exercer leur activité de missionnaire là-bas. Donc il y a toujours moyen, on ne rencontre jamais de mention de l'obstacle de la langue au cours de ces... En plus, les ambassadeurs, ils ont vécu à Paris. Ils parlent français à un moment donné? Non, les ambassadeurs, ils ne parlent pas français. Mais ils ont avec eux des gens qui les ambassadeurs iraniens aujourd'hui parlent toujours un français impeccable. Non, personne, aucun des ambassadeurs, c'est vrai, les Ottomans, que c'est plus tard, ils ne parlent pas un mot de français. Mais à l'époque, ça gêne personne. Un petit peu pour badiner, dans un livre dont j'ai oublié le titre de Madame Chandernagor, décrivant, je crois c'est l'allée du roi. Où elle décrivait Versailles. Ma question, c'est à quel moment de l'année? C'est en hiver que... Là, c'est en février. En février, parce que entre les odeurs et la température des galeries, ces pauvres Iraniens, ces pauvres Persans doivent cailler un peu, non? Alors, il faut c'est que là, il y avait un entassement d'individus terrible. Donc, quand vous mettez 1000 personnes dans la galerie des glaces, je pense qu'on a assez vite chaud. Hein. Donc, on retire le froid et on le remplace par les odeurs. Voilà. Bon. Mais c'est pas une question si anecdotique, parce qu'on se rend compte que la sensibilité aux odeurs, aux bruits, n'est pas la même il y a quelques siècles que maintenant. Voilà. Parce que, là, on est toujours effrayé quand on voit que les gens ne prenaient jamais de bain, etc. Et en fait, ce sont des choses qui sont un peu subjectives. Qui varie d'une génération à l'autre. Vous savez, la baignoire en France, ça existe depuis 40 ans, hein, 50 ans. Donc, oui. Voilà. Bon, une question un peu moins badine. Dans les lettres persanes, on retrouve quelque chose qui me fait penser à Ali Baba en Angleterre. Vous voyez, ce roman qui décrit ce télescopage culturel
entre un persan, mais dans la cour d'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion Alors, je ne connais pas le rang, mais Ali Baba en Angleterre, mais le premier tome est impeccable. Mais il est postérieur ou antérieur? Oh non, c'est un roman qui est sorti il y a une trentaine, une quarantaine. Oui. Non, mais c'est un procédé courant. Très C'est ancien, un procédé courant. soi-disant manuscrit trouvé comme d'habitude dans un souk. Non, mais le procédé est fréquent. Hein, mais les lettres persanes ont été imitées. On a fait des lettres chinoises. C'est aussi une façon de tenir des propos extrêmement hétérodoxes sans les assumer. C'est-à-dire c'est des pseudo-lettres persanes qui critiquent la religion catholique, qui critiquent la monarchie, qui critiquent la société française, etc. C'est ça, et on trouve la même chose dans les ambassades du Maroc au XIXe siècle. Quand ces ambassadeurs reviennent au Maroc, au lieu de dire nous sommes des arriérés, etc., on décrit les chevaux, les chemins de fer, etc. Alors, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas le retour. On ne sait pas réellement ce que pensaient les Persans de ce qu'ils ont vu en France. On a une relation de l'ambassade turque de 1721. Mais le problème, c'est que cette relation, donc, qui est très admirative, elle a été publiée dès le XVIIIe siècle et à l'initiative de l'ambassadeur de France à Constantinople. Donc on peut se demander si ce n'est pas une relation qui a été un peu arrangée pour les besoins de la cause. Tout le monde l'utilise comme si c'était réellement le regard des Ottomans. Et moi, je m'interroge un peu parce que ça ne parle que jardin, que fête, que Versailles. Et il ne parle jamais de tout ce qui est militaire, ce qui m'étonne beaucoup. Parce que c'est quand même la grande question, c'est les rapports de force tout de même. Hein. D'autres questions Madame, je vous en prie. Oui, je voulais savoir quels sont les apports de chaque de cette confrontation. Tout à l'heure, il me semble que vous avez parlé de l'hygiène. Alors, parce que par exemple, chez les musulmans, la toilette, le hammam était déjà, alors qu'à Versailles, les gens se lavaient tous les témoignages, mais c'est vrai depuis le XVe siècle, c'est que chaque fois que les musulmans arrivent en Europe, ils sont effrayés de la saleté. Alors, il y a deux choses qui les effrayent, c'est la saleté et la liberté des femmes. Ils disent en France, les femmes sont les patronnes, c'est épouvantable. Bon. Et à l'inverse, les Européens sont absolument étonnés de la propreté des musulmans et du rite du bain. Et donc l'ambassadeur que je vous ai montré prenait son bain en public. C'était tellement une attraction qu'il prenait son bain en public. Il y a une estampe où on le voit dans son bain. Et il y a un drap qui cache, on voit uniquement son visage, son turban. Et toutes les dames de Paris venaient le regarder prendre son bain. Voilà. Et alors évidemment, il était galant, donc il offrait le café aussi, etc. Bon, il a fini derrière par partir avec une dame française qui s'était laissée enlever d'ailleurs. Voilà. Alors sur la médecine, à l'époque, la médecine française, c'est la médecine où on saigne, où on purge, etc. Elle n'est pas tellement plus efficace que les autres médecines. Hein. C'est peut-être en chirurgie qu'on avait déjà des progrès. La chirurgie, elle commence à devenir sérieuse au XVIIIe siècle. Non, les vrais échanges, on les voit. En fait, ce qui intéresse les gens, c'est tout ce qui est militaire. Puisque, notamment, la fameuse bataille avec les Afghans, le chef de l'artillerie persane, c'était un Français. D'ailleurs, ça n'a pas réussi, puisque les Afghans ont chargé à toute allure, donc l'artillerie n'a pas donné, et le Français s'est fait trucider par les Afghans. Ce qui intéresse, donc, c'est la guerre et tout ce qui est luxe. Parce qu'en fait, dans les premières phases de relations entre pays, c'est toujours le souverain, et le souverain, il s'intéresse aux choses du genre des horloges, des montres. Oui, c'est vrai, les Chinois aussi s'intéressent aux horloges et aux montres. En revanche, les tableaux, pas tellement. Voilà. Alors que les Européens, ce qui les intéresse, c'est les tapis, c'est les porcelaines. Hein. Il y a des choses qui durent. Il y a des permanences. D'ailleurs, ce qui est très drôle, quand vous lisez tous ces voyages en Orient, les gens, ils vont visiter exactement comme le touriste d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez Bernier qui va dans l'Inde moghole, qu'est-ce qu'il vous décrit? Le Taj Mahal. Voilà. Il dit, Paris, c'est beaucoup mieux que Delhi. Enfin, vous voyez un peu le français à l'étranger. Mais il dit, le Taj Mahal, quand même, ça c'est quelque chose. Voilà. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui.
Oui, je voulais savoir en termes de conclusion par rapport à la rencontre là, entre les Persans et les Français. Est-ce qu'il y a des textes en fait qui ont été rédigés après des accords, des traités Oui. dans le domaine commercial et, Oui. et militaire alors Alors, donc il y a un traité de commerce, mais Question, ça dure combien de temps cette l'ambassade, oh, il reste quelques mois à Paris. Quelques mois. Oui, il reste quelques mois à Paris. Et les discussions, alors on connaît les audiences solennelles, les discussions, on n'a pas de procès-verbaux de discussions, mais on a quand même le traité, on a le traité de commerce. Alors, traité d'amitié et de commerce, c'est très stéréotypé, hein, c'est un peu du langage onusien, donc tout le monde s'aime, etc. Et on dit, voilà, il y aura ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée pour les uns et les autres, donc on abaissera les droits de douane, et puis on autorisera un consul français à Ispahan, hein, je ne sais plus comment les grands ports à l'époque, je ne sais pas si c'est Bandar Abbas. Voilà, on autorise l'installation d'un consulat de commerce, voilà. Mais comme je vous dis, comme la Perse entre en guerre civile tout de suite après, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que même les Hollandais ont fini par fermer leur consulat et leur comptoir de commerce en Perse, tellement le pays était en désordre. À la fin des années 1720, ils ferment leur poste d'observation. Ce qui est dommage, parce que du coup, les plus grosses informations qu'on a sur la Perse de cette époque, c'est les archives de la Compagnie des Indes orientales néerlandaises. Et dans le domaine militaire, donc il y a une coopération. Alors, elle n'a pas eu le temps de se mettre en place. Vous avez dit qu'il y avait un artilleur, un chef d'artillerie qui était. Oui, bon, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles. C'est-à-dire, comme vous êtes à la fin de la guerre de succession d'Espagne, donc vous avez des centaines de milliers d'hommes, c'est un après-guerre, donc plein de soldats et d'officiers licenciés. Et il y a beaucoup de gens. Il y en a qui deviennent bandits, c'est le célèbre Cartouche. Et puis d'autres qui deviennent mendiants, d'autres qui redeviennent paysans. Et puis il y a beaucoup d'officiers qui vont prendre du service où ils peuvent. Et donc ce type-là, c'est certainement, je ne connais pas le détail de sa biographie, mais c'est certainement un ancien officier de la guerre de succession qui est allé prendre du service à l'étranger. L'armée de Pierre le Grand était remplie de généraux qui venaient... en fait. Pardon ? C'est des mercenaires. C'est des mercenaires, oui, c'est des mercenaires. Et vous avez des ingénieurs. Il y a aussi un ingénieur français qui a commencé sa carrière au Canada et qui est allé la finir en Perse. Oui, c'est des biographies étonnantes. Vous avez aussi, vous avez des médecins français qu'on trouve à la cour moghole. Vous voyez, c'est des techniciens qui n'ont pas réussi à percer. C'est aussi comme maintenant. C'est quand on n'arrive pas à percer dans l'université française, et ben on va voir ailleurs ce qui se passe. Donc il y a un traité militaire alors ou pas finalement quand même entre... Il y a eu c'est une espèce d'accord secret. Oui. Et est-ce que les Perses étaient perçus différemment des Ottomans du point de vue de la cour française ? Alors, d'abord, c'est des perceptions qui sont un peu intermittentes, puisque c'est la première fois qu'ils les voyaient. Alors, la France a toujours été alliée de l'Empire ottoman pour des raisons de réel politique, pour faire obstacle à l'Empire germanique. Bon. Après, il n'y avait pas d'hostilité. Il n'y avait pas d'hostilité avec les Français étaient les Européens les moins hostiles au monde musulman parce qu'ils n'avaient pas de relation directe. La seule confrontation, c'était avec les pirates algériens. Mais avec les Ottomans et avec les Persans, les relations sont plutôt sympathiques. Hein. Quand l'ambassade remonte depuis, je ne sais plus s'il débarque à Marseille ou à Sète, il remonte à travers la vallée du Rhône, puis la Bourgogne, et chaque ville fait une fête solennelle pour l'arrivée des ambassadeurs. Et on leur offre des cadeaux, on leur fait des discours, on les emmène voir les opéras de Lully. Enfin, vous voyez, c'est très. Et chaque ville veut faire l'accueil le plus fastueux possible, de façon à faire pièce à Paris. Il y a aussi l'hostilité entre la province et Paris. Merci. Dans le contexte de l'époque où Louis XIV voulait faire la guerre à tout ce qui n'était pas catholique, comment est-ce qu'il se situait par rapport aux Perses qui étaient quand même musulmans ? Alors, il faut voir, on est à la fin du règne. Donc, si vous voulez, on est déjà 30 ans après la révocation de l'édit de Nantes. Donc, là, on est à un moment où on est dans une phase où on s'est rendu compte que la révocation de l'édit de Nantes était une catastrophe. Alors, Louis XIV, lui, il est très accroché dans son testament. Il dit je veux absolument que tout ce que j'ai fait du point de vue religieux soit maintenu. Donc, qu'on ne rappelle pas les protestants en France. En revanche, la génération du dessous des ministres est beaucoup moins, si vous voulez, prosélyte. Bon. Et aussi bien le Régent que Torcy ou Pontchartrain, tous ces gens-là, c'est déjà ils sont complètement dans une politique réaliste. Il n'y a plus du tout d'idée de
de croisade ou de guerre. Ou de guerre catholique. C'est plutôt les Autrichiens qui sont encore dans une idée de croisade, parce qu'ils sont en confrontation directe avec les Ottomans, et ils sont en train de reconquérir d'ailleurs une grande partie des Balkans à la même époque. Voilà. Mais en France, c'est pas le cas. Donc c'est des sujets qui ne sont pas évoqués. Non. Ah, en fait, une génération plus tôt, pour être exact, quand l'Empire ottoman a commencé à avoir de grands soucis dans les années 1680, chaque année, il perdait du terrain. Bon. Et là, les chancelleries se sont dit peut-être que l'Empire ottoman va s'écrouler et que dans 3-4 ans, les armées des uns et des autres seront aux portes de Constantinople. C'était envisagé. Et dans ce cas-là, il y a eu des plans d'épaissement qui auraient été que les Français auraient cherché à prendre des gages en Afrique du Nord. C'est les origines lointaines de la conquête de l'Algérie. Et il y avait l'idée qu'il ne fallait pas que ce soit uniquement les Habsbourg qui profitent du déclin de l'Empire ottoman. Bon. Et puis tous ces projets sont restés des projets parce que l'Empire ottoman s'est révélé avoir une résilience bien plus grande que ce qu'il apparaissait, malgré les défaites qu'il a subies fin 17e et début 18e. Quand vous évoquiez tout à l'heure le fait que après cette courte période, il y a tout de suite une guerre civile, enfin des difficultés politiques, ça signifie par ricochet qu'il n'y a plus de relation entre Paris et la Perse, ou est-ce qu'il y a quand même Non, l'ambassade suivante, c'est sous Napoléon. Ah, donc ça veut dire qu'il y a... C'est une période très sombre pour la Perse, tout le XVIIIe siècle, il y a vraiment des changements dynastiques permanents, il y a un déclin démographique, économique, c'est tout à fait terrible. Hein. Parce que les Afghans s'installent, puis sont chassés par un aventurier qui s'appelle Nadir Shah. Nadir Shah conquiert avec une rapidité très grande l'Empire, et il lance une expédition contre l'Inde moghole. C'est lui il a battu les Moghols, il a pris Delhi, et il a pillé tous les trésors de Delhi et a ramené... parce que vous savez qu'en Inde, on aime beaucoup thésauriser l'or et les diamants, encore aujourd'hui. Bon. Et donc, Nadir Shah s'est fait livrer tous les trésors de Delhi, il les a ramenés en Iran. Et encore aujourd'hui, la Banque nationale de Téhéran est absolument remplie de diamants et de pierres précieuses prises à cette époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez les uns les autres les joyaux qu'arboraient les Pahlavis au moment de... Eh bien, c'était des joyaux qui venaient du pillage de Delhi au temps de Nadir Shah. Donc il n'y a plus de relation jusqu'à la fin du XVIIIe. Oui, tout à fait. Donc oui, vous avez cette grande aventure de Nadir Shah. Nadir Shah, après ça, est lui-même éliminé. Je crois qu'il était devenu un peu fou, donc ses camarades de combat l'ont trucidé à son tour. Et en fait, il n'y a pas de... La stabilisation dynastique par les Qadjars apparaît, c'est la toute fin du siècle. Et les Qadjars vont rester au pouvoir à peu près tout le 19e siècle, et début 20e, puis seront remplacés par les Pahlavis dans les années 1920. Et en 1715, nous avions, nous, une ambassade là-bas ? Ah non. Il n'y a pas d'ambassade permanente. Le seul pays musulman où il y a une ambassade permanente, c'est Constantinople. Voilà. Sinon, c'est des ambassades provisoires. Et les musulmans, aucun pays musulman n'a d'ambassade permanente dans le monde chrétien. Ce qui fait qu'il y a une dissymétrie. C'est-à-dire que les chrétiens sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde musulman qu'inversement. Parce qu'ils sont à Constantinople. Parce qu'on a des consuls un peu partout, on a des missionnaires, on a des explorateurs, tandis que les musulmans en voient beaucoup moins, et c'est le problème de la curiosité. Alors, même les expéditions scientifiques, elles ont un rôle de renseignement. Je me souviens d'avoir, je sais plus, c'est Chardin qui passe à Constantinople, il dit tiens, c'est curieux, les murailles sont en mauvais état, l'artillerie est vieillissante. Vous voyez, donc il a aussi des arrière-pensées géostratégiques. Hein, voilà. Après la guerre civile, donc avec la confrontation avec l'Afghanistan, est-ce que les Anglais n'en profitent pas, eux, pour se rapprocher ensuite de la Perse, puisque le mois dernier, on a compris que l'expédition d'Égypte de Bonaparte avait pour but, en fait, de rattraper un peu le retard de la France par rapport à la route des alors, Indes. les Anglais, c'est surtout aux Indes qui se sont implantés. Oui. Simplement parce que l'économie de l'Inde est beaucoup plus dynamique que celle de la Perse. Notamment, l'Inde, c'est les productions de textiles. Vous voyez,
il faut voir que au XVIIIe siècle, le plus gros producteur de textiles au monde, c'est l'Inde. Et notamment, l'Inde produit des textiles ce qu'on appelle les indiennes, dont on n'a pas la technologie en Europe. C'est-à-dire, et notamment, ils produisent les étoffes légères, les mousselines. Et c'est les premiers alors que nous, à l'époque, on avait des linges de corps qui étaient très, très lourds et très désagréables à la peau. Alors, les premiers à savoir faire les étoffes légères, ce sont les Indiens. Et donc, tout un enjeu, c'est de capter cette production du Bengale, notamment. Et ça va être c'est ce que les Anglais vont faire peu à peu dans le courant du XVIIIe siècle, jusqu'à devenir les maîtres de l'Inde. Et la relation entre l'Angleterre et l'Iran à cette période? Alors, elle est postérieure, ce serait plutôt la fin du XIXe siècle, quand les Qadjars cherchent à se moderniser, et en même temps, ils veulent vivre dans le luxe, donc ils font d'énormes emprunts. Et c'est là où, en fait, on est toujours esclave de la personne à qui on emprunte de l'argent. Voilà. C'est comme ça que les Anglais ont pris le pouvoir les Anglais puis les Américains ont pris leur influence en Iran. Par des emprunts contractés par les Qadjars à partir des années 1860-1870. C'est le problème de ces modernisations par le haut, où le souverain a tendance à adopter le luxe occidental, puis le mode de vie occidental, donc à avoir des gros besoins d'argent, et en même temps, il tend à se distancier de la culture générale de son pays. C'est arrivé dans des tas de pays. C'est aussi l'histoire de la Russie, c'est ça d'ailleurs, l'histoire de la Russie. D'autres questions? Peut-être encore une sur les ambassades. À quel moment ça devient vraiment des ambassades permanentes Alors, l'histoire des ambassades permanentes, les premières ambassades permanentes. C'est permanentes. vraiment des passages de quelques mois, et puis on rentre. L'idée d'ambassade permanente, c'est quelque chose de très neuf dans l'histoire du monde. Ça a été inventé par les cours italiennes à la fin du XVe siècle. Avant, au Moyen-Âge, en Antiquité, il n'y a pas d'ambassade permanente. On envoie des ambassadeurs pour un point. Les premières ambassades permanentes, c'est les Italiens, fin 15e, début 16e. Et à partir de l'exemple italien, ça se répand dans toute l'Europe, première moitié 16e, jusqu'à la fin du 16e siècle, les réseaux diplomatiques des grandes puissances sont installés. Et donc la seule ambassade permanente européenne hors du monde chrétien, c'est Constantinople. Et les ambassades permanentes suivantes n'apparaissent qu'au XIXe siècle. Et je dirais que les premières ambassades musulmanes permanentes en Europe, ce ne serait pas avant les années 1840-1850. C'est avec le Tanzimat, les réformes de l'Empire ottoman. Et les Chinois, c'est encore plus tard. Les Chinois, c'est la fin du XIXe siècle. C'est le problème de tous ces pays qui se considèrent comme le centre du monde. Or, dans les civilisations traditionnelles, l'envoi d'une ambassade, c'est plutôt considéré comme un signe de suggestion. Voilà. D'accord. Donc on n'a pas besoin, il ne faut pas envoyer l'ambassade à la France. Voilà. Donc et donc l'ambassade permanente, c'est vraiment une invention occidentale qui s'est un peu imposée par la force. Voilà. C'est l'invention européenne. C'est l'invention européenne. Ouais. Oui, à propos d'ambassade, mais la France est restée quand même un pays ouvert à l'apprentissage des langues. Au Collège de France, par exemple, et je pense que le persan, comme le turc, comme l'arabe, faisait partie des cours, des leçons données au Collège de France. Alors que dans d'autres pays musulmans, je connais un petit peu le Maroc, l'apprentissage des langues était anecdotique. C'est des commerçants qui se retrouvent en Angleterre, notamment des commerçants marocains de confession juive qui apprennent l'anglais. Mais sur place, il n'y a pas de volonté d'apprendre une langue. Au traité d'Algésiras, c'est ça qui est la caricature, la personne qui menait la délégation marocaine, qui était bilingue, c'était Serdour, comment il s'appelle déjà, qui était le premier recteur de la mosquée de Paris, Ben Rabrit. C'est-à-dire, elle était envoyée, d'ailleurs, il faisait partie des grands commis de la France. Et c'est lui qui faisait le traducteur entre la délégation marocaine et les délégations européennes au traité d'Algésiras, je crois, en 1905. Vous voyez, mais même... Tardivement, oui. Oui, mais il n'y avait pas cette volonté d'ouverture sur le monde extérieur. D'ailleurs, on reste crispé. Et la crispation de ces États, à mon avis, est corrélée avec la perte d'influence,
le sentiment de faiblesse. Donc on s'enferme. On le voit même maintenant, dès qu'il y a retour sur soi, crispation. Donc c'est un sentiment de faiblesse, je crois. Ça cache un sentiment de faiblesse. Tout à fait. Alors ça me permet d'évoquer un peu un épisode intéressant à peu près à la même époque dans l'Empire ottoman. Il y a aussi un constat de la montée en puissance de l'Europe chez les Ottomans. Et au retour des ambassades, ils envoient des ambassades donc en France en 1721, mais aussi dans les autres pays d'Europe. Et au retour, il y a la création d'une imprimerie à Istanbul, une imprimerie qui est destinée justement à traduire la géographie, de l'artillerie, etc. Et elle va exister une quinzaine d'années. Et finalement, c'est le clergé, enfin, il faut parler de clergé, dans l'islam sunnite, c'est abusif. Enfin, c'est les oulémas qui vont obtenir. Ahmed III est renversé en 1730. Et là, on détruit. Il avait fait construire un certain nombre de bâtiments dans l'Asie occidentale qui sont détruits. Et l'imprimerie est fermée. Et c'est lié justement à cette espèce de sentiment à la fois supériorité, infériorité et méfiance vis-à-vis de l'apport extérieur. Alors, le fait de ne pas avoir l'imprimerie, c'est évidemment un grand désavantage. Parce que c'est un instrument de diffusion de l'innovation technologique, notamment. Voilà. Autre question, moi j'en ai peut-être une dernière ou avant-dernière. En revenant un peu sur votre anecdote tout de même assez surprenante de cet ambassadeur qui drague parce qu'il est dans la baignoire. Quel était l'état de l'hygiène, de la salubrité là, en 1715 à Versailles, puisque pour qu'une baignoire soit à ce point attractive... Alors, l'idée, en fait, il faut voir que il y a une période où l'Europe s'est baignée, tout le Moyen-Âge, l'Europe pratiquait, c'est pas le hammam, mais les bains. Bon. Mais les bains étaient aussi des hauts lieux de prostitution. Bon. Donc il y a eu un mouvement de moralisation à partir du XVIe siècle, on a fermé les bains publics. Bon. Par ailleurs, il y avait l'idée que l'eau était malsaine, ce qui était vrai d'ailleurs. Parce que l'eau à boire notamment était vecteur de maladies. Bon. Et donc il y a l'idée qu'il ne faut pas prendre de bain, c'est mauvais pour la santé. Et pour se nettoyer, on se frotte. Alors, pour se nettoyer, on se frotte avec des linges et on change de chemise fréquemment et on met des parfums. Voilà. Mais il faut savoir que ça existait. Il y avait des dames, il y a encore 60-70 ans, uniquement, elles se frottaient d'eau de Cologne. C'était tout. C'était la forme d'hygiène, si vous voulez. Bon, voilà. Donc ça ne veut pas dire que les gens étaient forcément sales, mais le bain était lié au plaisir du corps. Il y avait une baignoire à Versailles qui avait été installée pour Madame de Montespan, la favorite du roi, une grande vasque en marbre. Et puis quand Madame de Montespan est tombée de faveur, on a mis un plancher par-dessus la baignoire. Et on a redécouvert la baignoire il y a quelques années d'ailleurs. Voilà. Mais donc le bain, alors il y avait quelques circonstances où les médecins ordonnaient le bain comme un traitement médical. Voilà. Et le bain revient... deuxième partie à Paris, dans les milieux très évolués, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voilà. C'est plutôt un rite féminin d'ailleurs. Voilà. Et le premier souverain français qui se lave, qui pratique une hygiène comme celle que nous connaissons, c'est Napoléon Bonaparte, qui prenait un bain tous les jours et qui se lavait les dents. Et les gens étaient stupéfaits d'ailleurs. On se disait c'est une fantaisie qu'il a, etc. Mais voilà, lui était obsédé d'hygiène. Mais il était absolument seul dans son cas, dans son genre, comme dans d'autres domaines. Pour revenir sur la question de la langue, on a grandi dans l'idée que le français avait été la langue de la diplomatie probablement plus tard par rapport à la période que vous traitons aujourd'hui. Mais comment la langue française a finalement pris l'ascendant? Alors, il faut se méfier. Dès qu'on vous dit que la France est le centre du monde, le français, c'est toujours un peu faux. Parce que ça, c'est toujours un peu... En fait, alors, au XVIe siècle, c'est plutôt l'italien. Et surtout, la vraie langue, si on se place au niveau géopolitique, la vraie langue véhiculaire, très tard, c'est le latin. Quand les Chinois et les Russes négocient à Nertchinsk en 1689, c'est le problème, vous voyez, c'est en Sibérie, eh bien, ils négocient en latin. Parce que les Chinois sont venus avec des jésuites, bon, et parmi les Russes, il y a déjà des Russes qui ont été frottés de culture polonaise et donc latine, et qui maîtrisent le latin. Et donc, les négociations ont lieu en latin. 1689. Et il faut voir que dans toute l'Europe centrale, notamment, la noblesse polonaise parle le latin. Voyez, donc le latin reste une langue. Quand vous avez des gens qui viennent de très loin, ou des Suédois qui viennent en France, etc.,
souvent, c'est plutôt le latin qui est la langue de relation des gens très éloignés culturellement. Et le vrai essor du français, alors, il est lié à la fois à la prépondérance politique de la France dans la deuxième moitié du XVIIe, et puis il y a aussi le prestige culturel de la littérature française avec Descartes, Molière, Pascal. Et en fait, ce prestige culturel, il dure plus longtemps que la puissance politique française. Et il se répand tout au long du XVIIIe siècle, et ça durerait jusque vers la fin du XIXe siècle, où l'anglais commence à... Alors, le point de bascule, c'est la conférence qui va fixer le méridien, où c'est le méridien de Greenwich qui l'emporte sur le méridien de Paris. Et, alors, je ne sais plus si c'est 1890, et c'est là où on sent, voilà, c'est le monde britannique est en train de prendre l'ascendance sur le français. Donc ça a duré 150 ans, 200 ans quand même. Et ça a encore alors, vous savez, il y a des effets de rémanence, c'est-à-dire que si vous rencontrez des vieux Italiens, vous rencontrez de la bourgeoisie piémontaise de Turin, des gens d'une soixantaine d'années, ils ont encore été élevés en français. Vous voyez ? Et la jeune génération, c'est fini. C'est entièrement mort. Mais en Russie, il me semble. En Russie aussi. Vous prenez des cartes postales. Les cartes postales russes avant la Révolution de 1917 étaient bilingues franco-russes. Et les souverains, les tsars ne parlaient même pas le russe. Alors, en Russie, on se met à parler le français à partir des années 1740, puisque la fille de Pierre le Grand, Élisabeth, a eu une préceptrice française. C'est intéressant, parce que ça arrive vers 1715, Pierre le Grand éprouve le besoin de faire apprendre le français à sa fille. Sans doute parce qu'il voulait la marier à Louis XV aussi. Et donc les courtisans, à partir des années 1750-60, les courtisans sont francophones. Il faut se méfier parce que la langue n'est pas forcément la culture. Si vous avez des distorsions, c'est vrai, ils peuvent parler un français très, très châtié et en même temps garder des mœurs très russes. Donc les visiteurs sont parfois un peu étonnés. Vous avez parlé de la langue italienne, c'est une langue internationale. C'était la langue de quelle région d'Italie ? Alors, la langue littéraire, c'est le toscan, en principe, voilà, à cause des grands auteurs, etc. Bon, mais on remarque aussi au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que souvent les gens ne se comprennent pas bien d'une région à l'autre. Voilà, ça c'est noté par les témoins que, par exemple, en Allemagne, une des raisons pour lesquelles les cours parlent français, c'est qu'en fait, quand les gens de Berlin arrivent à Vienne, ils ne comprennent pas un mot de ce qu'ils se disent quand l'empereur leur parle en allemand. Donc, au bout de 2-3 minutes, tout le monde se met au français ou à l'italien. Voilà. Le congrès de Vienne, je crois, s'est déroulé en français, sous la houlette de Talleyrand. Oui. Je vois mal Talleyrand parler autrement, même s'il parlait français. Alors, il faut voir, Talleyrand, il est quand même, pendant l'immigration, il est quand même parti aux États-Unis un certain temps. Je pense qu'il devait avoir des notions d'anglais. Et il ne devait pas le parler, mais il devait le lire. Par exemple, on sait que quand Napoléon était à Sainte-Hélène, il a appris l'anglais pour pouvoir lire les journaux. Ils avaient déjà... parce que la littérature anglaise commençait à avoir de l'influence. Louis XVI lisait l'anglais aussi. Quand il était prisonnier au Temple, il lisait l'histoire de Charles Ier. Donc il s'inspirait d'un souverain décapité précédemment. D'autres remarques ou questions? Vous avez peut-être d'autres... Non, écoutez, merci infiniment, c'était une érudition assez extraordinaire.